Est-ce qu'un élève qui arrive avec un niveau catastrophique en première année peut, à la fin de la deuxième année... Mais on l'a vu chaque année. Tout Et l'année le temps. dernière en EC, nos EC, c'est un très bon exemple, je trouve. Je sais que ça va pas chez moi. Je dois comprendre comment ça marche, pourquoi. Tous ceux qui font ça, vraiment, mais j'insiste, hein, Ça marche, vraiment. mais toujours. Quelle est la hiérarchie, selon vous, réelle entre ces éléments? Alors je pense qu'on est un peu d'accord. Hein. Grand-mère. Grammaire, Voilà. la clarté du message, notre première, notre dada. Mais j'aimerais vraiment dire aux élèves, n'apprenez pas par cœur des choses créées par l'IA, parce que, un, c'est souvent de mauvaise qualité et vous vous en rendez pas compte, et deux, faites confiance à vos professeurs pour vous dire ce qui est une bonne phrase et ce qui est une mauvaise phrase. Bienvenue à toutes et à tous sur ce nouvel épisode du podcast Virage Prépa. Alors aujourd'hui, on a la chance d'accueillir deux professeurs d'anglais, donc du lycée Saint-Louis à Paris. Donc Madame Zmi Mae, professeure d'anglais donc, et Élise Nasser. professeure d'anglais également donc au lycée Saint-Louis. Merci déjà d'être présente aujourd'hui. Merci de l'invitation. Donc nous allons parler forcément de la matière l'anglais, donc prépa commerce, prépa scientifique, qui est une matière qui peut parfois être, on va dire, un peu redoutée par les élèves d'une part et aussi délaissée au profit d'autres matières avec notamment les mathématiques principalement. Écoutez, je vous laisse vous présenter chacune à votre tour. Oui, donc Nassera Zmimae, professeur d'anglais agrégé et docteur en civilisation. J'enseigne au lycée Saint-Louis en prépa depuis une dizaine d'années. Bon, j'ai une carrière un peu plus longue que ça quand même. Et alors, j'ai à la fois des prépas commerce, donc ECG, première et deuxième année. Alors nous, on tourne en première puis deuxième année et on remonte première puis deuxième année. Donc on accompagne nos élèves en ECG. Okay. Et puis, j'ai également des SUP MPSI, des SUP PCSI et des deuxième années, bon, moi spécifiquement MP Étoile et PSI. Voilà. Ok. Voilà. Ça fait pas mal d'élèves. Oui, exactement, beaucoup d'élèves. Moi, je suis Élise Nasser, j'enseigne au lycée Saint-Louis depuis à peu près 5 ans. J'ai quasiment les mêmes classes que ma collègue, c'est-à-dire que je suis avec elle en binôme en ECG, donc cette année en première année, et l'année prochaine, on les suivra en deuxième année, comme notre promo précédente. Et j'ai des SUP, donc MPSI, PCSI, et des SP. Donc pour ma part, j'ai une classe de MP et une classe de PC étoile. Donc voilà, on a à peu près le même nombre d'élèves, c'est-à-dire beaucoup. Environ 200, c'est ça? Exactement, c'est ça. Et on connaît tous les concours, en fait. Et okay. On a eu des bios toutes les deux, ouais, c'est ça. On en a plus cette année et l'année depuis, ouais, c'est ça, cette année. Okay. Mais on a toutes les deux aussi eu des BCPST un certain nombre d'années. Okay. Donc on a vraiment eu toutes les filières de Saint-Louis. Est-ce qu'on peut revenir rapidement avant de démarrer vraiment sur l'anglais, sur votre parcours? Qu'est-ce qui vous a, par exemple, motivé à devenir professeur d'anglais? Est-ce que c'était une vocation ou quel a été le déroulé concrètement? Je ne sais pas vraiment pour ma part. Vraiment, je pense que j'étais partie pour faire autre chose que ça. Et puis, en même temps, j'ai revu une amie qui m'a dit, une fille qui était avec moi au lycée, qui m'a dit « Mais tu sais, au lycée, tu disais que tu serais prof d'anglais. » Écoutez, voilà. Ouais, j'ai exactement la même. Voilà. Et j'aime ce que je fais. Ouais. Moi, je ne me souviens pas exactement comment je suis arrivée prof d'anglais, mais j'ai souvent voulu être prof, très longtemps, et je pensais que c'était plus tard que j'avais choisi l'anglais, et une amie de lycée m'a dit « Non, au lycée, tu disais que tu serais prof d'anglais. » Donc voilà, visiblement, on a la même histoire, mais j'adore aussi ce que je fais. C'est vraiment... je suis contente parce que l'anglais, je trouve, permet de balayer un certain nombre de sujets, un certain nombre de compétences, et donc c'est un peu une matière... Ouais, surtout aujourd'hui. Voilà, exactement, très importante. Il y a un côté transversal Voilà, aussi. Transversal. On peut parler de société, d'économie, de politique et de linguistique, donc c'est assez chouette. En termes de diplôme, est-ce que vous avez fait des prépas auparavant? Pas du tout? Moi, non. Non? Ok. Moi, oui. Je fais une prépa littéraire à Elle. Ok, très bien. Très bien, merci pour ces petites précisions. On va rentrer donc dans le vif du sujet. La place de l'anglais en prépa. Donc c'est le premier titre qu'on a décidé d'aborder. Comme je le disais durant la petite introduction, l'anglais peut parfois être pas délaissé, mais voilà, déjà redouté premièrement, mais surtout délaissé un peu par rapport aux mathématiques, à la physique, qui ont des coefficients assez importants. Quel est votre retour par rapport à cela? Alors, effectivement, il y a... Alors, j'ai commencé par une petite anecdote d'un élève qui, au retour des écrits l'année dernière, en MP, étoile, m'a dit, tu te rappelles de cette histoire? M'a dit, Madame, j'ai l'impression qu'on ne m'a pas dit tout. Je ne savais pas que l'anglais pouvait être aussi important. Alors, après, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il n'avait pas perçu, pourtant, on ne cesse de le dire. De mettre l'accent.
Ils ne se rendaient pas compte à quel point ça pouvait faire la différence pour accéder à telle ou telle école. Bien sûr. À niveau égal, en sciences ou en géopo ou je ne sais quoi, les langues et les lettres font la différence. Et beaucoup d'élèves en prépa tendent à l'oublier. Alors bien entendu, ils sont en filière scientifique, il faut des sciences, etc. Bien entendu. Mais à niveau égal, c'est là qu'on va peut-être faire une différence. J'ajouterais qu'en termes de temps horaire avec les élèves en cours d'anglais, en fait, c'est minime par rapport au coefficient du concours. Et donc, quand on voit, par exemple, qu'ils ont, 11 heures de physique, en termes de coefficient, d'avoir que 2 heures d'anglais en prépa scientifique, ils ont un peu l'impression que c'est peut-être le taux horaire dans la semaine qui va représenter l'enjeu de la matière. En réalité, non. L'anglais est plus important que les 2 heures que constitue le cours chaque semaine. Donc oui, ils peuvent avoir tendance à le délaisser. Après, au bout d'un moment, ils s'en rendent vite compte. Voire quand ils doivent faire 5,5, ils sont bien au courant que l'anglais... Oui. C'était ma prochaine question. C'était, est-ce que vous observez des écarts importants au concours qui se jouent justement grâce à l'anglais? Évidemment que oui. Systématiquement. Systématiquement. J'ai une anecdote. En MP, il y a 2 ans, je crois, j'avais un élève qui a réussi à intégrer Centrale Lille, donc une très bonne nouvelle parce que c'est un élève qui avait d'assez mauvaises notes, je ne le nommerai pas bien sûr, mais en physique et en mathématiques. Et la classe entière avait été abasourdie qu'il intègre une école centrale. Il a eu 20 en anglais. Et il a eu 6 et 5 en maths et en physique. Et la classe, l'année d'après, surtout ceux qui ont fait 5,5, je demande toujours aux 5,5, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur l'anglais au concours? Et ils ont dit à la classe, faites attention, ou à l'inverse, justement, focalisez-vous sur l'anglais, parce que ça peut vraiment avoir un rôle décisif dans l'intégration. Et ça, on a tendance à l'oublier. De toute façon, si on regarde de manière globale, les élèves qui intègrent HEC, les SEC ou Polytechnique, Centrale, etc., ils ont en général quand même des bonnes notes en langue. La plupart, oui. Alors après, nous, quand même. on essaie de faire de notre mieux. On les accompagne du mieux qu'on peut. Et l'objectif, c'est qu'ils aient la meilleure note possible. C'est ça. Est-ce qu'ils ont forcément tous toujours une excellente note? Non, pas excellente, mais je veux dire, c'est au moins avoir assuré un 10. Quoi. On les pousse. Alors, on peut en parler, par exemple, aux mines, il y a une barre. Au concours Mine-Pont, il y a une barre. Et cette barre générale, elle tient compte, effectivement, d'une moyenne nécessaire en lettres, en langue et en maths générales. Je ne sais pas quelle est exactement la matière, mais oui, ça peut faire... Chaque année, des élèves n'ont pas la barre parce qu'ils ont délaissé l'anglais ou le français. C'est 2 matières qui ont une barre comme ça, un peu éliminatoire, en fait. Et ça, ils sont assez surpris de le découvrir. Et en plus, je trouve que le concours des mines est un concours qui évalue vraiment la langue. Plus que d'autres concours peut-être, et la qualité de la langue. Et dès lors, c'est assez facile d'obtenir une note éliminatoire si on n'a pas du tout travaillé la langue. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez rapidement expliquer aux élèves qui nous regardent les formalités des concours, que ce soit ECG ou ceux pour les scientifiques? Alors, qu'est-ce que vous appelez formalité? Le thème, les essais... Les exercices des différents concours. Exactement. Oui, il n'y a pas de problème. Alors, par contre, on commence mine. Allez, Mine-Pont. Allez, je fais Mine-Pont. Allez. Alors, Mine-Pont, c'est une épreuve qui est courte par rapport aux autres, 1h30. Mais c'est une épreuve où il faut être à la fois rapide et efficace. Efficace parce qu'il y a une traduction d'un texte d'environ 200 mots, donc traduction du français à l'anglais. Et là, on va noter que c'est un vrai travail, ce que Madame Nasser disait sur la langue. C'est vraiment très porté sur la grammaire et un peu de lexique, mais sur la syntaxe. La grammaire et la syntaxe. Il y a un gros travail de syntaxe. C'est quand même 8 points sur 20. Est-ce que c'est considéré comme l'exercice entre guillemets le plus dur Non, je pense pas. Qu'il y a ou non? Je pense pas. Non, mais c'est le plus exigeant en termes de grammaire. Absolument, absolument. Alors après, nous on découpe un peu. Moi, je gère le temps de mes élèves. Je vois un peu comment ils travaillent et j'essaye de les orienter sur la gestion du temps d'1h30 parce qu'on ne part pas comme ça sans rien. Et ensuite, une fois qu'on a fait cette traduction, il y a un texte pour lequel on a une question spécifique, qui ne sera pas un résumé, mais qui va amener l'élève à chercher un certain nombre de points spécifiques pour répondre à cette question-là. Et c'est que 4 points, mais ce n'est pas que 4 points. Tout point est un point à prendre. Donc il faut aussi les amener à bien comprendre son texte, à trouver les éléments, à les mettre en lien sans perdre de temps avec une petite méthode. Et puis ensuite, il y a un essai, lui aussi sur 8 points, où il faut donner son opinion sur une question un peu plus large, dont le texte, on peut dire, est un prétexte. Voilà. Et en réalité, quand ils sont bien entraînés, franchement, ils arrivent à s'en sortir. Oui.
Et moi, j'ai aussi une anecdote là-dessus. Parce que c'était l'année 2020. Donc 2020, c'était une année un peu spéciale, puisqu'il n'y a pas eu d'euro. Et ça a permis à des j'allais dire à des enfants, bah oui, parce qu'ils sont petits pour moi, de pouvoir matérialiser des résultats qu'ils n'auraient peut-être pas eu s'il y avait eu des euros. Et je pense à un garçon que j'ai eu moi en sup et en spé, et en MP étoile, qui a une super note au mine par rapport à son petit 6 de sup, qu'il a traîné pendant longtemps, par rapport à des questions de grammaire de base qui posaient encore en septembre, octobre, décembre de deuxième année, qui m'a écrit 100 000 mails pendant, enfin j'exagère, mais à peine, pendant cette période de Covid où j'ai répondu. Il a eu 16 au mine et c'était vraiment, vraiment la preuve du travail qu'il avait réussi à faire. Et alors, je vais conclure pour mine en disant que c'est pas parce qu'on part de loin qu'on n'y arrive pas, bien au contraire. Je peux parler des synthèses. Vas-y, alors les synthèses. Les synthèses, vaste histoire, les fameuses synthèses. Alors, il y a 3 types de synthèses. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails méthodologiques parce qu'on pourrait y passer des heures. Mais il y a la synthèse ACCINP, la synthèse centrale et la synthèse XENS. Je reviendrai sur XENS juste après. La synthèse de documents, c'est un exercice assez redouté par les élèves. Et pareil, ils finissent toujours par s'en sortir quand même. Mais c'est un dossier de documents comprenant, en fonction des écoles, entre 3 et 5 documents. Un document iconographique souvent, graphique, cartoon, quelque chose comme ça, des articles de presse. Et ils doivent faire naître de ce dossier une problématique et un plan et réussir à synthétiser le dossier en montrant ses enjeux. Alors, ça va de l'exhaustivité, je dirais presque à CCINP, à le recul analytique et critique à Centrale. Donc, à la différence de CCINP, on demande vraiment aux élèves à Centrale d'avoir une capacité de décortiquer les points de vue, la nature du document, les ambitions du document. Et puis à XENS, à la synthèse assez exhaustive, s'ajoute un autre exercice. Alors, on a toujours 4 heures à Centrale et à XENS, mais 3 heures à CCP. Et dans les 4 heures à XENS s'ajoute un exercice d'opinion de 500 à 600 mots où ils doivent réagir à un article de presse qui leur est donné, un opinion piece, donc un article dans lequel soit un journal, soit un journaliste ou une journaliste exprime une opinion sur un sujet. Et les élèves doivent réagir de façon très personnelle, voire polémique. C'est vraiment un exercice d'opinion assez fort. Et c'est là, pour le coup, on leur demande vraiment d'exister et d'incarner leur texte, à la différence des synthèses qui sont beaucoup plus aseptisées. Et il y a un point qui va revenir pour que les élèves aient bien ça à l'esprit, parce que de toute façon, on va parler probablement aussi d'école à un moment ou un autre, c'est qu'au cours de ces 2 années, peut-être même en amont pour ceux qui ont déjà une appétence pour les actualités, c'est qu'il va falloir se nourrir d'informations, que ce soit de société, de politique, pas tant d'économie que ça, parce que c'est quand même pas assez précis, enfin, d'informations globales qu'on peut trouver dans la presse généraliste, pour pouvoir nourrir sa pensée. Alors, au mine, il y a un petit essai, c'est 200 mots, mais il faut déjà mettre un exemple qui va prouver son argument, qui va étayer son argument. Dans les synthèses, il n'y a pas ça, puisque c'est un dossier dont on va faire la présentation. Et puis, sur la partie XENS, donc l'édito, il va falloir argumenter son point de vue par rapport à ce qui a été écrit initialement, si on est d'accord ou pas, en justifiant par rapport aux idées, aux arguments et aux exemples qu'on a. Donc, il faut développer, dès qu'on peut, cette curiosité intellectuelle pour aller lire. Alors, on fait de la civi, on parlait tout à l'heure de civilisation. Nous, on en fait en classe. Alors, comme il y a beaucoup de choses à faire, on n'en fait pas forcément dans toutes les classes de manière massive. On ne rentre pas dans les détails par rapport à ce qu'on aimerait parfois faire aussi. Exactement, parce que 2 heures, ça va vite, surtout quand on a des classes qui peuvent être hétérogènes. Mais ils ont des cols, et de col en col, ils ont des textes qui peuvent être très variés, avec des thématiques très variées. Et moi, je conseille toujours de prendre la thématique, surtout s'ils ont l'impression d'avoir rien eu à dire, de rentrer chez eux, de se dire, voilà, prenons un exemple, AI and Therapy, bien, vous rentrez chez vous, vous n'avez rien à dire, vous allez chercher 2-3 articles de presse qui vont vous donner 2-3 idées avec 2-3 exemples, et vous voulez noter quelque part, ça sera quelque chose dont vous aurez déjà un outil qui pourra être réutilisé plus tard. Et il faut le faire pour un maximum de choses. C'est ça. Et ce qui nous amène aux épreuves ELVI. Voilà. Et Ecricom. Vas-y. On commence par quoi? Ecricom. Allez. Ecricom. Alors, Ecricom, une épreuve de 3 heures, LV1 ou LV2, pas de grande différence. Là, c'est à Ecricom, pardon, c'est la seule
c'est la seule épreuve où il y a de la version, il reste de la version. Alors, le thème, on l'a dit tout à l'heure, c'est du français à l'anglais. Donc, beaucoup de travail sur la langue, un peu plus peut-être à écrit comme sur le vocabulaire. Camine, c'est, je dirais aussi à peu près 200 mots. Et le thème peut être littéraire, tout comme au mine d'ailleurs. La version est plutôt journalistique. La version, c'est de l'anglais au français. Et là, on va voir que le problème n'est pas le même. Le problème, c'est plutôt de la compréhension globale et ensuite le travail sur la langue française. Parce qu'il y a des expressions qui n'existent pas forcément. C'est pas que ça. Il y a aussi le passé simple. Alors, on va en parler, nous, le passé simple. Le passé simple en français. Et puis, parfois, les élèves qui pensent que traduire de manière calquée, donc faire du calque, le mot à mot, va les aider à saisir le sens. Or, c'est faux. Dans certains cas, oui, puisque la langue peut être... C'est des langues qui sont assez cousines, quand même. Mais il peut y avoir des passages où, quand à la fin, on a traduit au mot à mot, ben on se retrouve avec une phrase en français qui n'a pas grand sens. Donc, il faut qu'ils fassent ce travail, donc ça, c'est vraiment EAVI, de... Écrit comme. Oui, pardon, écrit comme... Pardon. De reprendre leur texte français et de se reculer, de prendre quelques instants de recul pour se dire, alors, mon texte anglais dit ça, ma phrase dit ça, quand je lis ma phrase en français, est-ce que j'ai un sens ? Est-ce que ce que j'écris a du sens en français ? Si j'avais pas ce texte en anglais derrière, est-ce que ça, c'est quelque chose qui pourrait être publié dans un article ? Si oui, alors ça veut dire que ça marche. Sinon, il y a un problème et retravaille ta phrase. Je leur dis souvent aussi d'essayer de faire, quand ils se relisent, presque pas à voix haute, parce qu'on ne peut pas parler tous au moment du concours, mais vraiment faire comme s'ils relisaient un peu à voix haute, mais dans leur tête, le texte qu'ils sont en train de produire pour vérifier si ça veut dire quelque chose. Souvent, ils ont du mal à prendre du recul sur leur propre production, c'est normal. Et puis quand on est dans 3 heures dedans, etc. Mais c'est toujours de prendre un step back et se dire, OK, si je n'avais pas de texte de départ, est-ce que ma production voudrait dire quelque chose ? Est-ce qu'elle tiendrait seule ? Non, pas toujours. Et je pense que ça, c'est lié à la peur de s'écarter, à la peur de ne pas avoir compris. Or, il faut se sortir de ça. Il faut sortir de ça. Et la moitié de la note revient à la partie essai. Donc là, de nouveau, on revient sur le fameux essai où on donne son opinion. Et à écrit comme, il y a 2 questions. Une question large de société et une question plus politique de ce qui a pu se passer au cours des 2 dernières années de l'année de prépa. En fait, du monde anglophone. Oui, c'est toujours le monde anglophone, là, en anglais. Bien Après, sûr. c'est vrai qu'il y a le monde hispanophone ou germano... plus largement, germanophone. On va avoir des thématiques politiques, économiques, sociales, de société, des pays spécifiques. Et l'essai représente donc... Alors, en termes de mots, c'est 250 à 350 en LV1. Et c'est la moitié de la note. Il y a une grosse partie de la note qui est attribuée à la correction, à la langue, à la richesse, à la capacité à écrire, donc vraiment à la langue. Et une partie un peu moindre, mais quand même importante, au fond. Il faut qu'il y ait une logique, il faut qu'il y ait une cohérence. Bien sûr. Et puis si c'est pas cohérent et qu'il y a une bonne langue, je pense pas que ça marche pas non plus. puisse tenir debout. Il faut qu'il y la ait langue doit servir le fond et vice versa. Et vous parlez d'opinion par rapport aux essais notamment. Je pense que ça va intéresser pas mal d'élèves. Ouais. Quelles sont les limites du fait de donner son opinion sur des essais comme ça, notamment politiques ? Est-ce que ça peut faire peur ? C'est une question qui revient souvent. Et moi, je prends 2 exemples extrêmes, peut-être. Quelque chose qu'on m'a déjà dit, mais je ne vais pas en parler ici parce qu'il y a des exemples un peu vraiment extrêmes. Si on a une question sur la femme, donc le féminisme, on va éviter... Je suis une féministe, je le dis comme ça, on a un petit cadre. Nous sommes 2. Toutes les 2. Éviter de dire que toutes les femmes doivent rester au foyer. Bon, pas nous correctrices, mais toutes les autres. Donc ça, on est au XXIe siècle, on ne va pas faire ça. Mais il y en a qui pourraient faire ça facilement. Nous, on a donné récemment une question sur l'immigration et ça me rappelle un collègue avec qui j'ai longtemps travaillé en EC qui craignait cette question parce qu'il me dit « je crains ce qui va être dit maintenant ». Et je ne pense pas qu'il faille se censurer, mais je pense qu'il est important de dire les choses avec mesure. Okay. On a donné, c'était l'année dernière ou l'année d'avant, je ne me rappelle plus, en EC, je crois que c'était avec... c'est l'année dernière, l'année d'avant. Une question sur le travail le télétravail. Sur le je sais pas si c'est sur le télétravail, et des élèves avaient écrit de manière très grossière, en fait, que les gens qui font du télétravail sont des feignants.
Pas que je sache. Enfin, sans étayer. Donc en fait, là où il va falloir ne pas avoir peur de ses idées, c'est, tout à l'heure on parlait d'exemples, c'est d'étayer avec des exemples réels et donner peut-être la limite de cet exemple. Il ne faut pas avoir peur de dire, certains disent que, exemple, toutefois, peut-être qu'il y a une autre manière de voir les choses. Moi, je dis souvent à mes élèves, parce qu'ils me posent très souvent la même question que vous, c'est-à-dire où est la limite. Je leur dis en rigolant, c'est plus une plaisanterie, mais qu'il faut rester dans le cadre de la légalité en général, à part peut-être pour la légalisation de la drogue, à la limite, où ça fait partie des rares fois où on a le droit de peut-être proposer quelque chose qui sort de la légalité. Mais voilà, tout ce qui serait des propos potentiellement répréhensibles par la loi, on ne les tient pas en essai. Et voilà, je pense que de manière générale, si les arguments sont de bonne foi et qu'ils sont illustrés par des choses qui ne sont pas des fake news trouvées sur Internet, mais bien des choses étayées par la presse, etc., alors on reste ouvert d'esprit en corrigeant. On est vraiment, en tant que correcteur et correctrice, nous sommes de bonne foi aussi, même si on ne partage pas l'idée de ce que les copiers partagent. Est-ce que si demain un élève, par exemple, est un peu extrême dans ses propos, mais qu'il appuie avec des exemples, est-ce que vous considérez que c'est quand même sortir des limites, malgré les exemples ? Alors, ça dépend de l'exemple donné, ça dépend, je pense tout à l'heure on parlait de cohérence interne du propos. S'il y a une cohérence interne qui va chercher à démontrer un point, toujours avec l'idée de cadre légal, on ne tient pas des propos extrémistes pour démonter un groupe de personnes, c'est ça. Et qu'on dit, qu'on pose un point de vue qui peut être perçu comme étant peut-être pas le point de vue le plus commun, à partir du moment où un exemple tiré de la presse nous démontre qu'il y a des positionnements droite-gauche, parce que c'est souvent des questions politiques, là, quand on arrive à des questions un peu sensibles, que selon l'échiquier politique, on peut avoir telle ou telle position, on peut se positionner. Moi, je ne conseille pas aux élèves, je le dis de manière aussi honnête, de se positionner politiquement. On ne veut pas savoir pour qui ils voteraient. Et ce ne sera jamais demandé. Et voilà, ce ne sera jamais demandé. Et je n'ai pas le sentiment, je n'ai pas le souvenir d'avoir trouvé des sujets dans les concours qui soient des sujets où il y ait besoin de se positionner de manière très... Et puis la prise de risque est trop importante. Voilà. Non, c'est ça. Et l'année dernière à ELVI, fin 2025, la question posée à ELVI, donc il y a aussi un essai qui vaut 50% de la note à ELVI, c'était « Do you believe that the US democracy is endangered by Donald Trump ?» Donc voilà, est-ce que la démocratie est mise en danger par Trump ? C'est orienté, c'est politique, mais déjà, ils ont un dossier avec des documents qui orientent leur réflexion. Donc, on ne va pas leur demander de créer d'eux-mêmes une réponse à cette question complètement. Mais il faut savoir que il est possible, peu importe, en fait, on ne veut pas savoir. Imaginons, voilà, rentrons dans le vif du sujet. Imaginons qu'on a un élève qui a envie d'écrire, qui pense que Trump est le sauveur de la démocratie américaine contre toute attente, voilà, contre ce que dit la presse et pro-Trump, quoi. Voilà, exactement, très pro-Trump. Eh bien, si le contenu de l'essai est capable d'argumenter que contre toute attente, alors que la presse a tendance à le dénigrer, il a fait certaines choses peut-être qui pourraient être considérées comme une aide à la démocratie, par exemple dans certains autres pays, etc. Pourquoi pas. Franchement, voilà, moi je suis loin d'être pro-Trump et pourtant si on dit que contre toute attente il y a des postures qui pourraient laisser à entendre que Trump, en réalité, n'est peut-être pas si dangereux pour la démocratie que ça. Eh ben, d'accord. Voilà. Si c'est défendu avec des arguments pris de la presse et non pas de Reddit. Oui, et si on a peur vraiment de se mouiller, eh bien, on a la possibilité de faire un essai qui montre les plus et les moins. On n'est pas tenu de n'avoir qu'un seul point de vue. On peut montrer les différents aspects d'une question. On peut être soi-même pencher de tel ou tel côté de la question, mais pouvoir présenter aussi l'autre aspect. Bien sûr. Donc ça... je pense qu'il faut aussi être réaliste, c'est que le jour des concours, les élèves n'ont pas vraiment intérêt à prendre un risque énorme en sachant que la prise de risque est trop importante par rapport au résultat derrière. Quoi. C'est ça, si on n'est pas solide rhétoriquement, on ne se lance pas dans l'argument le plus sulfureux de l'année. Ouais, mais ça, c'est du bon sens. Bien sûr. On va passer à la deuxième partie, donc civilisation, grammaire, vocabulaire, synthèse, essai, etc. Que faut-il vraiment travailler ? Donc la première question, c'est quand on parle d'anglais, forcément, on entend souvent parler de civilisation, de grammaire, synthèse, essai, vocabulaire, etc. Quelle est la hiérarchie, selon vous, réelle entre ces éléments ? Alors, je pense qu'on est un peu d'accord. Hein. Grammaire. Voilà. La clarté du message. Voilà. Notre dada. Hein, c'est le point de départ.
C'est ça. Si vous ne savez pas construire une phrase avec un sujet, un verbe et son complément sans faute, on n'ajoute pas du fluff, on n'ajoute pas des expressions idiomatiques pour faire joli. Ça n'a aucun sens. Pareil, vous n'avez pas besoin de connaître la composition de la Cour suprême si vous ne savez pas ajouter des S à la troisième personne du singulier. Vraiment, c'est élémentaire. On construit son message grâce à des phrases simples, justes. Et une fois qu'on arrive à ça, et une fois qu'on arrive à ça seulement, parce que c'est un travail pour beaucoup, là, on peut y ajouter du lexique et du contenu civilisationnel. Avant ça, nous vous supplions d'abord clarifier la grammaire. D'où l'intérêt de faire des phrases simples, non? Moi, je me souviens, c'est ce que j'entendais par mon professeur à chaque fois, c'était phrases simples. Si on ne sait pas faire, on ne fait pas, quoi. On commence par ça. On teste pas de... C'est la première étape. On teste pas, Après, on peut complexifier. Mais d'abord, on s'assure... Il faut être sûr de soi, quand même. Non, je ne pense pas qu'il faut être sûr de soi. Je pense qu'il faut d'abord avoir compris comment ça fonctionne. Nous, on voit bien... et ça, c'est un conseil pour les élèves aussi. Travailler sur des phrases de traduction grammaticale, du thème grammatical. C'est ça. Ça aide à bien comprendre l'utilisation des temps parce que dans toutes ces épreuves, on va avoir, enfin surtout en traduction en fait, mine et ELVI et écrit comme, et même au BCPST. J'allais dire, on n'a pas parlé des bio, mais c'est pareil. En bio, maintenant, il y a aussi un petit thème. Pas en agro, mais à BCPST et ENS. Il y a besoin de structurer sa pensée avec de la grammaire, choisir des bons temps. Et ça, on le fait au cours du premier semestre de la première année. Après, on le refait toujours. Hein. On le fait. Mais on structure et on cherche à comprendre. Et c'est pas parce qu'on l'a pas fait avant que c'est mort. C'est pas parce qu'on n'a pas réfléchi aux langues, à la grammaire, que c'est trop tard. C'est pas parce qu'on arrive avec des lacunes que c'est trop tard. Non. C'est jamais trop tard. Ça fait vraiment une information qu'il faut garder à l'esprit. C'est une question que je garder pour après. Est-ce qu'un élève qui arrive avec un niveau catastrophique en première année peut, à la fin de la deuxième année... Mais on l'a vu chaque année. Et l'année dernière en EC, nos EC, c'est un très bon exemple, je trouve. On a eu des résultats absolument fantastiques en EC2 l'année dernière. Beaucoup d'élèves dans à HEC, à l'ESSEC, à l'EDEC. Et bien, des élèves à l'intérieur de ceux qui ont intégré les meilleures écoles partaient, mais d'un niveau moins bon que ce qu'un lycéen devrait avoir, en réalité. Et c'est des élèves où on a fait un travail, ils ont fait un travail. Ça, on les a accompagnés. On les a accompagnés beaucoup. Un travail pied à pied. Madame Maezmi et moi-même, on a beaucoup encadré ces élèves, on les a beaucoup aidés. Ils ont fait un travail énorme et on les a suivis sur 2 ans. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on aime bien. Ces élèves avec des besoins supplémentaires en termes de grammaire et des élèves qui ensuite ont 14, 15, 16, 17 à HEC. Et justement, à l'inverse, ça aussi, je pense que c'est peut-être un piège pour les élèves, parce que nous, on le voit avec les élèves qu'on a aussi, qui sont bons en anglais, voire même bilingues, et qui, au final, n'ont pas d'excellentes notes. David, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Parce qu'il y a de la méthode. Moi, j'en ai une cette année qui à mon avis, le vit assez mal. Elle a des notes comme ça, parce que dès qu'il y a un travail sur la méthode, les synthèses, par exemple, centrales, il y a une méthode à mettre en place. Si on décide que la méthode et le cadre, on s'en fiche, il y a un moment où ça ne peut pas coller. Il y a besoin des deux. Il y a une langue, on en a parlé sur la grammaire et la structure de la phrase. Il y a la pensée, il y a la cohérence pour un essai, par exemple, la cohérence interne, et même pour une synthèse d'ailleurs, il faut que ce soit cohérent et clair, mais il y a aussi un cadre. On attend des choses, on ne fait pas juste n'importe quoi. Ce n'est pas parce que je sais parler ou écrire que je peux dire n'importe quoi. Alors, il y a plusieurs choses, je dirais, sur les élèves bilingues. Entre les élèves bilingues à l'oral et ceux bilingues à l'écrit, c'est pas les mêmes profils. On a des élèves bilingues chaque année à l'oral, où ça se passe très bien à l'oral, mais encore faut-il qu'ils soient admissibles. Parce qu'à l'écrit, en fait, leur grammaire n'est pas bonne. En traduction, il faut maîtriser les 2 langues, dans les 2 sens. C'est pas toujours facile pour les élèves bilingues. Et enfin, je dirais, et je suis complètement d'accord avec ma collègue, la méthodologie des épreuves, elle est pour nous centrale. On disait la grammaire, bien sûr, construire une phrase, mais au-delà de ça, comprendre les codes d'un concours spécifique à chaque école, etc., c'est aussi à sa concert à débroussailler. Et bien ça, il y a beaucoup d'élèves bilingues qui n'en sont pas conscients, voire qui n'ont pas l'habitude, parce qu'on a des élèves, par exemple, qui ont fait leur éducation avant la prépa dans un monde anglophone, qui ne fait pas des plans en 3 parties, et qui n'a pas l'accroche, la reformulation, les 3 parties, etc. Et en fait, c'est peut-être bête, mais la rigueur méthodologique des concours, elle est très française.
Oui. je trouve. Et donc, on a des élèves qui ont tendance à écrire au fil de la plume quand ils sont bilingues parce que le format d'un essai anglophone est différent et donc ils n'ont pas de bonnes notes. Le problème, en plus, ça on en parlait là avec le professeur de Janson de Sailly en mathématiques notamment, la question de l'ego. Sur les bilingues, je trouve qu'elle est assez importante dans le sens où, même nous, avec les élèves qu'on suit, on en voit, c'est qu'ils se disent non, mais c'est bon, je sais pas l'anglais, il n'y a pas de problème, j'ai été dans un lycée anglophone, j'ai vécu en Angleterre ou j'en sais rien. Et on leur dit, mais C'est pas ça si demain il y a un sujet et que vous connaissez rien en civilisation, par exemple, où vous ne savez pas traduire, vous ne savez pas écrire français aussi, parce que ça arrive. C'est souvent le cas. Derrière. En fait, c'est un peu comme si vous étiez prof de français et prof d'anglais. En fait. Mais exactement, et c'est ce que je dis à mes bilingues aussi, c'est que c'est ceux qui sont francophones au départ et pas bilingues, ils ont bien besoin de cours de français. Ils ont fait des cours de français. Et donc, c'est pas honteux de dire que nous aussi, on les aide à avoir un anglais qui est un anglais du concours. Et l'anglais du concours aussi n'est pas le même que l'anglais parlé. C'est ça. Il y a des spécificités quand même. C'est un anglais académique. C'est un anglais académique. Même à l'oral. Même à l'oral, exactement. Pas, je parle pas comme j'arrive. Exactement. Et même s'ils avaient été, je sais pas moi, à Cambridge ou Oxford, il y a de grandes chances qu'on ait repris leur anglais sur place en leur disant que leur anglais n'était pas adéquat par rapport aux attentes académiques. Et ça, c'est quelque chose... Et je suis d'accord pour l'ego. De manière générale, les élèves... Et d'ailleurs, les élèves qui progressent le plus sont souvent ceux qui n'ont pas d'ego en anglais et donc qui sont prêts à revenir aux bases et vraiment qui écoutent tous les conseils. Et c'est ceux qui vraiment obtiennent des notes exceptionnelles. Absolument. Bon, la prochaine question, je pense qu'elle est un peu évidente. Beaucoup d'étudiants négligent la grammaire en se disant ça ira. Ça n'ira pas. Ça n'ira pas. C'est vraiment la seule chose qu'on... C'est la fondation. La fondation. C'est la fondation du bâtiment. Voilà. Autant les expressions idiomatiques, d'accord. Autant la grammaire, c'est nécessaire. Quels sont les points justement de grammaire à absolument maîtriser pour être entre guillemets rentable, si je peux me permettre, au concours? Alors, le gros verbal. Les verbes irréguliers, combien ne les connaissent pas? Et ils ne sont pas 150 000 les verbes irréguliers. Ils ont commencé en LV1, ils les ont appris peut-être en LV2 aussi en 5e. Ils ont commencé à les apprendre en 6e. Eh bien, on arrive là, en première année, combien ne les connaissent pas? Combien de fois on leur dit, on leur redit Moi, je donne une fiche, je crois que ça a été fait par l'Académie de Versailles, qui regroupe un peu des verbes similaires. Oui, et donc... Elle est super cette fiche. Je la remets sur le drive de la classe pour dire travaillez-y parce qu'il y a des choses de base que vous ne faites pas. Et en réalité, c'est une vingtaine ou une trentaine grand maximum de verbes irréguliers à connaître par cœur. C'est toujours les mêmes qui reviennent. Ce sera un conseil durant les vacances d'été, notamment en début de la prépa par exemple. Pour ceux qui arrivent en prépa, oui. Alors moi, pour les élèves qu'on reçoit quand on fait les portes ouvertes, je leur dis que pendant l'été ou en tout cas pendant l'année terminale, il faut vraiment qu'ils arrivent en prépa avec une grammaire entre guillemets propre. Je veux dire par là... Basique, simple, efficace. Exactement, d'avoir compris les temps, comment ça marche, quand est-ce qu'on les emploie. Et là, nous, on a une anecdote sur cette histoire de temps et comment on utilise les temps. Et les verbes irréguliers. Donc, prétérit, quand est-ce que je mets le prétérit par rapport à un present perfect? Quand est-ce qu'en traduction, quand j'ai un présent de l'indicatif en français, je vis ici depuis 15 ans, est-ce que c'est la même chose que je vis ici, point? Ben non, c'est pas pareil. Donc il y a des nuances. Il faut arriver pendant l'année de terminale, ou même dès la première, si possible, en réalité dès la seconde. Il faudrait faire ça plus tôt, mais bon. Ouais, au collège, peut-être un peu moins, parce qu'ils voient juste l'utilisation des temps, mais pas assez la les nuance nuances. de sens. Voilà, dès que possible, voir ces nuances, parce que c'est ça, c'est toujours ces temps-là, en traduction, qui causent problème. Les S de troisième personne, they don't believe, alors les S, enfin les don't, doesn't, il y en a plein. Les modos aussi, les auxiliaires, les modos. Les modos, tous les modos sont suivis premièrement d'une base verbale. Enfin, il y a des choses de base que tout le monde devrait absolument savoir en arrivant en première année. En réalité. Et s'ils ne le savent pas, qu'ils le travaillent vraiment bien. Moi, je dis toujours à mes premières années, c'est maintenant ou jamais de se remettre à niveau à ce niveau-là. Et en réalité, je pense qu'avec les modos, les verbes irréguliers et les temps, c'est ça la grammaire propre, c'est tout. Je pense qu'il n'y a vraiment pas besoin d'aller chercher beaucoup plus loin pour avoir une grammaire propre. Et alors, c'est tout, c'est facile à dire, c'est tout. C'est beaucoup, les temps, c'est beaucoup. Mais en réalité, une fois qu'on a compris, c'est bon, ça fonctionne. Et ça, le thème grammatical, les phrases de thème, comme disait Madame Maesmi, c'est comme ça qu'on s'entraîne, on refait la phrase. Moi, je donne en général une vingtaine de phrases à mes élèves en début d'année qui reproduisent les points dont on vient de parler. Et ces 20 phrases, je leur dis, vous les refaites jusqu'à ce qu'elles soient justes. Exactement. Voilà. Et une fois qu'elles sont justes, c'est bon. La grammaire de base est acquise. Voilà. Et puis appuyer sur le bouton de mise en marche du cerveau. Voilà, parce que j'ai un élève cette année qui m'a dit, Madame, est-ce que vous n'auriez pas un logiciel ou un site qui pourrait m'expliquer
à quel moment utiliser quel temps. Et un logiciel qui est pratique, c'est son cerveau en général. Oui, mais il y a aussi d'autres. C'est une autre qui nous a dit, enfin moi en tout cas il n'y a pas longtemps, mais madame, j'ai bien compris tout ce que vous avez expliqué, de quand est-ce qu'on utilise le present perfect, mais quand je suis devant ma feuille, j'y arrive pas. Mais c'est parce qu'ils prennent pas les quelques secondes de réflexion pour mettre le lien, faire le lien entre, voilà, on m'a dit que c'était ça, dans cette phrase je trouve ça, donc c'est ça. Ils font pas, il y a une espèce d'automatisme. Oui, puis en général, on regarde aussi directement les corrigés, peut-être des exercices, donc en fait, on réfléchit pas vraiment, quoi. Oui, Donc, puis ils prennent parfois l'anglais, ils oublient que c'est une langue et qu'elle a un sens. Et ils le prennent comme des pièges de concours. Mais en fait, en réalité, si on réfléchit, quand on a appris que le present perfect, c'est une action qui commence dans le passé et qui continue dans le présent, et que ça s'appelle le present perfect parce qu'il y a présent dedans, une fois qu'on a compris ça, il est possible vraiment de se concentrer et de se dire, OK, cette action... J'habite à Paris depuis 3 ans. Ok. Est-ce qu'elle commence dans le passé? Oui, puisque c'était il y a 3 ans. Elle continue dans le présent. C'est du present perfect. Et les élèves, ils ont un peu ce truc de j'habite, c'est présent. Ah, c'est du présent. Mais il y a depuis, elle m'a dit qu'il y avait un truc. Bref. Oui. Voilà, ça nécessite aussi un peu de recul sémantique, de chercher du sens. Et puis du stress, je pense Oui, qu'il y a un bien gros sûr. facteur stress. Et moi, j'insiste sur le fait qu'il y a une histoire d'habitude. Il y a un élève qui disait cette année, parce que quand je disais, bon, il faut appuyer sur le cerveau, le mettre en route et réfléchir. On rigole quand on dit Ouais, ça. bien sûr. C'est plus pour faire retomber la pression qu'on dit C'est ça. ça, Pour leur exactement. dire, non, en fait, vous le savez faire. Faites-vous confiance. Et surtout, posez-vous un peu de questions. Et il y a un garçon qui m'a dit, mais madame, vous avez raison, en fait, on n'a pas appris à travailler en réfléchissant. Voilà, je sais que c'est ça, j'applique. Mais quand il faut choisir, il y a une espèce de stress qui arrive et qui les empêche de faire bizarrement les bons choix, alors qu'ils savent. Ils savent. Il faut qu'ils se fassent un peu plus confiance. Oui, ça c'est sûr. Ok. Et ça c'est valide pour Est-ce- tout en anglais. Ouais. Est-ce que en toute neutralité, c'est pas une question piège par rapport à Virage Prépa ou quoi, est-ce que selon vous, quand on a des difficultés en anglais, il y aurait potentiellement un intérêt à se faire suivre à côté par des cours particuliers peut-être au départ pour la grammaire ou selon vous pas du tout? Bon, vous disiez tout à l'heure, c'est vrai que des classes de 40, c'est pas évident. C'est pour ça qu'on a lancé Virage Prépa. Ouais. Alors, c'est pas... Enfin, on l'a dit, nous, on n'est pas pro cours particuliers, mais s'il y a un besoin réel, et je pense que, je vous l'ai dit, c'est plutôt une histoire de confiance et d'accompagnement pour trouver de la confiance. Si on a besoin de ça, soit. Mais c'est pas parce qu'il y a un cours particulier qu'on a forcément tout compris. Il faut qu'on fasse l'effort. Il faut qu'il y ait la motivation pour comprendre, Bien sûr. pour saisir et voir ce qui ne va pas. Est-ce que c'est une histoire d'apprentissage, de compréhension? Est-ce que c'est une histoire de motivation? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une histoire de confiance? Donc, Ouais, c'est ce qu'on disait, c'est qu'il y a des élèves qui peuvent très bien être débloqués juste avec un Mais seul oui. cours, qui ont ont besoin d'être accompagnés, d'avoir la confiance, de dire mais regarde, tu sais faire. Exactement. Et au final, après, ça les débloque tout seul, quoi. Moi, j'ajouterais, je suis complètement d'accord, il y a des élèves qui ont besoin d'être rassurés, qui ont besoin d'être accompagnés, qui ont envie d'avoir un moule, enfin un socle, quelque chose qui les... Environnement. Voilà, exactement, un environnement encore plus sécurisant, pourquoi pas. Mais je pense aussi quand même que, j'aimerais dire de manière générale, que beaucoup d'élèves cherchent toujours le hack, le truc en plus par rapport à ce que les profs leur donnent pour réussir, que ce soit avec des cours particuliers, que ce soit avec des sites internet, que ce soit avec l'IA, on pourra peut-être y revenir à l'IA, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Mais en fait, parfois, il faut aussi faire confiance à ses profs. C'est facile à dire parce qu'on est prof, donc voilà, on a des intérêts à dire ça. Mais c'est-à-dire, en fait, moi, je vois chaque année des élèves, et encore une fois, les élèves dont on parlait tout à l'heure, qui ont intégré de façon assez exceptionnelle des grandes écoles, en fait, ils n'ont pas eu spécialement de cours particuliers, mais... ils ont pris le temps d'y passer le temps, et nous aussi d'ailleurs, dans notre accompagnement, et donc on récupère du travail supplémentaire parfois, on répond aux mails, etc. Mais Après, parfois ça c'est aussi nécessite... parce que justement, vous leur permettez ça. Oui. Vous leur Et par exemple, permettez pour reprendre sa d'avoir, copie, prendre sa propre copie, C'est regarder ce que le professeur a indiqué sur sa copie et aller chercher dans les cours précédents comment corriger l'erreur de sa copie si ça n'a pas déjà été corrigé. Je pense que c'est un travail que n'importe qui peut faire sans ajout, voilà, sans hack, sans chercher le truc en plus. C'est le travail. Tout à l'heure, je nommais un élève que j'avais eu en première et deuxième année, qui avait travaillé d'arrache-pied, qui m'avait envoyé plein de trucs, de travaux. C'est exactement ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il est revenu sur chaque chose qui n'allait pas, avec des phrases qui n'avaient pas de sens. Je le dis. Donc 16 et des notes similaires pour les synthèses, à Centrale et en particulier. Il a travaillé sur ce qui n'allait pas dans chacune de ses copies pour comprendre. Et je pense qu'un accompagnement ponctuel
peut aider à ça. Quand on est complètement largué, on a besoin de voir ce qui ne va pas, une espèce de diagnostic global qui peut permettre de mieux viser les choses. Je pense aussi question de recul par rapport, il y a des élèves, des fois, même si leur professeur le répète 100 fois, il suffit qu'un autre professeur qui n'ont pas au quotidien le répète une fois pour que ça fonctionne. C'est possible. Je pense que ça arrive aussi. Quels sont les supports ou les manuels que vous pouvez conseiller? Écoutez, le nôtre. Allez-y. Non, il n'est pas sorti. Il n'est pas sorti. On est en train de rédiger un manuel avec ma collègue qui sortira seulement en janvier 2027. Donc, on n'est pas... C'est un peu trop tôt. Non, ça va. Qu'est-ce qu'il y aura dans ce livre, quand même? Tout. Notre but, c'est de faire une remise à niveau c'est réussir l'anglais en classe préparatoire scientifique et économique et commercial. Donc, remise à niveau de grammaire, les points dont on parlait ensemble, la méthode, des entraînements, des sujets qu'on a fait corriger, pas à pas, expliquer, et le lexique en dernier, parce que pour nous, on considère toujours que le lexique, c'est the cherry on top. Et donc voilà, ce sera dans cet ordre-là, une remise à niveau complète. Voilà. Mais pour l'instant, il n'est pas sorti. Donc, Après, les élèves utilisent toutes sortes de livres. Nous, pendant quelques temps, on utilisait beaucoup de Grammar Guide de Nathan. Mais finalement, on se rend compte que comme on oriente plus précisément selon les besoins de notre classe, il n'y a pas forcément besoin de ça. Non. Sauf peut-être pour les élèves qui ont vraiment besoin d'un travail un peu plus soutenu par moment. Moi, je dirais, parce que je réfléchis là à qui regardera cette vidéo et donc qui pourrait être intéressé sur ce jeu. Voilà, exactement, toute la France entière est derrière le monde entier, pardon, est derrière son écran. Non, mais je pense que une remise à niveau de grammaire, peu importe la source, peu importe le manuel sur les points qu'on a mentionnés, donc les temps, les verbes irréguliers, les modaux, et ensuite, personnellement, moi, je parlerais des rapports de jury. Absolument. Pour la méthodologie. Ça, c'est hyper important. Et ça, les élèves ne le font pas parce que c'est dense, c'est lourd, voilà. Mais vraiment, c'est extrêmement utile. Et je pense que c'est mieux que n'importe quel manuel, sauf bien sûr le nôtre. Mais en fait, voilà, pour comment faire la méthode, allez lire les rapports de jury. Et je pense que ça, c'est vraiment une source ultra importante pour les élèves, notamment aussi pour aller voir les marottes de chaque jury. Qu'est-ce qui énerve, qu'est-ce qui agace, quelle est la faute répétée. Tous les élèves que l'on a, les premiers cours quasiment, c'est que ça. Hein. C'est ça. Faut vraiment comprendre les attentes. Parce qu'ils ne savent pas vraiment en fait, au final ce que les jurys aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Et voilà, oui, c'est-à-dire qu'il y a un descriptif global de l'épreuve. Et puis après, il y a des petits points d'affinement qui n'apparaissent qu'après plusieurs rapports de jury, que nous, on arrive à lire justement et à comprendre et à mieux cerner. Et c'est ce qu'on développe. Même nous, ça nous aide les rapports de jury de toute façon. On les décortique, nous, les rapports de jury. Alors après, on en fait un feedback à nos élèves une fois qu'on les a un peu décortiqués. Et je pense que les élèves qui nous regardent et qui n'ont pas fait ce travail par exemple en classe, pourraient le faire eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils sont disponibles en ligne. Alors, ceux de 2025 ne seront... 2025 ne sont pas encore tous sortis. C'est janvier, ça sera janvier pour la plupart. Donc, ils pourront aller gratuitement sur le site des écoles. Ça, c'est vraiment un conseil important. Pour chaque épreuve. Pour chaque épreuve, donc rapport de jury, la grammaire des points dont on a parlé. Et je sais que parfois, il y a des copies aussi, des bonnes copies qui sont proposées. Partout, Maintenant, il y en a partout. C'est pas une mauvaise idée. Peut-être un peu moins, je sais pas. Peut-être moins, mais c'est pas une mauvaise idée. À Centrale, ils mettent des copies... Ils mettent des exemples parfois de problématiques, plans, etc. Ils mettent pas une copie entière. Ils mettent une problématique ou des sujets. C'est quelque chose qu'on a à cœur, nous, de mettre dans notre manuel, des copies et des bonnes copies d'élèves, des très bonnes copies, pour expliquer ce qui est bien et comment ça fonctionne. Voilà. Ok, merci. Point qui est forcément intéressant, je pense, l'IA. Quel est votre recul, quel est votre retour par rapport à l'IA? Bien, pas bien, à utiliser, pas à utiliser? Alors, il faut prendre la mesure des choses et ça peut être un outil extraordinaire comme un outil très mal utilisé. Alors moi, je vais voir le côté positif et toi, tu verras le côté négatif. Bon flic, mauvais flic. Exactement. Allez, good cop, bad cop. Alors, moi, c'est une question que j'ai commencé à aborder vraiment l'année dernière. Comment, alors, à partir de la traduction. La traduction, c'est un exercice qu'on retrouve dans quasiment toutes les épreuves. Et quand un élève trouve vraiment qu'il a du mal en traduction, et surtout que c'est toujours noté en point faute, en fait, donc les notes descendent assez facilement, ce que moi je les encourage à faire, c'est quand on a un texte donné, d'envoyer son texte à une intelligence artificielle, le texte de traduction initiale, le texte source, de l'envoyer à une intelligence artificielle et de demander... alors, normalement...
sur le texte qu'il a eu en classe, l'élève, il y a une correction, avec une explication, pour nous, ce qui nous concerne. S'il y a des explications peu claires, normalement, l'enseignant est là pour aller voir le détail. Maintenant, prenons cet élève seul chez lui, qui veut réviser. Eh bien, alors, il commence par reprendre sa copie, et ensuite, ce qu'il peut faire, et moi j'encourage ça, c'est d'envoyer sa traduction à une intelligence artificielle, c'est-à-dire, voilà mon texte de départ, et si j'ai toujours pas compris, voilà ce que j'ai fait, explique-moi, en tenant compte de la grammaire institutionnelle, parce qu'il y a grammaire et grammaire, on a parlé de Blalit tout à l'heure, ce qui ne va pas et pourquoi. Et ensuite, toujours avec mon texte de départ, propose-moi un nouveau texte avec les mêmes types de difficultés grammaticales. Je le traduis sans l'IA, parce que sinon, il y a une partie qui va rentrer et sortir, enfin par les yeux, souvent, en fait, je parlais d'oreille, mais propose-moi un texte avec des points de grammaire aussi difficiles que ceux-là. Je fais ma traduction en tant qu'élève, je l'envoie à l'IA, et je lui demande de me dire ce qui va et ce qui ne va pas, et si je ne comprends pas, pourquoi ? Ça, je trouve que c'est exceptionnel. La beauté, c'est qu'il peut avoir 10 textes en 1 heure, quoi. Mais c'est ça. Mais alors après, il faut aussi qu'il travaille vraiment de son côté. Aussi, hein, mais je veux dire, il faut qu'il fasse ce travail voilà, pour vraiment comprendre et s'approprier ce qui va et ce qui ne va pas. Idem pour la partie essai. On a une question d'essai, on a rédigé son essai et on va l'envoyer, mais on va envoyer son essai, pas celui qui nous a été pondu par l'IA. Okay. Et demander ce qui va pas et pourquoi. Alors, après, il y a un revers. Voilà. Moi, je ne vais pas dire aux élèves qui nous écoutent de ne pas l'utiliser. Je pense que ce n'est pas à moi de décider s'ils doivent l'utiliser ou pas. En revanche, j'aimerais dire quand même qu'on voit d'importantes, de très mauvaises habitudes prises avec l'IA ou à cause de l'IA. C'est-à-dire que là où certains y voient un outil et peut-être un partenaire de révision, d'autres y voient vraiment la clé pour réussir, et ce fameux hack dont je parlais avant, de voilà, je vais faire encore mieux que ce que me demande ma prof actuellement, et je vais le faire mieux grâce à l'IA. Moi, je me retrouve avec beaucoup de copies d'élèves qui, en amont, avant le contrôle, avant le DS, apprennent des phrases toutes faites proposées par une IA, par exemple parce que nous leur avons indiqué quelle était la thématique du DS, et donc ils se disent, génial, sur cette thématique, je vais demander à l'IA de me donner des phrases toutes faites et je vais les apprendre par cœur. Alors, bon, première erreur, demander à une intelligence artificielle de créer du sens, c'est pas possible. Une intelligence artificielle, c'est un algorithme probabiliste, ça met des mots ensemble qui sont jolis, et on se dit, on se dit rien du tout puisque c'est une IA, mais statistiquement, il est probable que ces mots aillent bien ensemble, et donc voilà comment ça fonctionne. Or, un cerveau humain, ça fonctionne beaucoup mieux, ça crée du sens. Nous, on le disait tout à l'heure, ce qu'on veut d'abord, c'est un message clair pour répondre à la question qui a été posée. Et donc, les jolis mots, c'est the cherry on top, c'est ce qu'on disait, c'est ce qui vient après. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est apprendre des phrases par cœur sur une thématique, alors même que la question posée n'a pas encore été posée. C'est très inquiétant parce qu'on ne peut pas savoir déjà ce qu'on va dire sur la thématique immigration, alors même qu'on ne sait pas quelle est la question qui est posée. Et enfin, j'ajouterais que je vois des bons usages de l'IA d'une certaine façon dans les copies, par exemple des élèves qui apprennent des statistiques, des citations, des dates clés sur la thématique. Et donc, par exemple, je corrige une copie, elle commence comme accroche avec une citation prise de Keir Starmer, le Premier ministre britannique, sur l'immigration. Très bien, ça, effectivement. Pour se faire des fiches, par exemple. Exactement, voilà, se faire des fiches. Et ce qu'on faisait, moi, ce que je faisais en tant qu'étudiante sans l'IA, mais c'était d'aller chercher des citations, des dates, etc. Très bien, et c'est un gain de temps. Que c'est pas une hallucination. Il faut d'abord vérifier que c'est pas une hallucination, parce que l'IA parfois dit n'importe quoi. Mais j'aimerais vraiment dire aux élèves, n'apprenez pas par cœur des choses créées par l'IA, parce que, c'est souvent de mauvaise qualité et vous vous en rendez pas compte. Et 2, faites confiance à vos professeurs pour vous dire ce qui est une bonne phrase et ce qui est une mauvaise phrase. Et je finirai là-dessus, c'est que j'ai des étudiants qui me disent « Oui, mais les très bons, ils utilisent l'IA, ils apprennent du vocabulaire de l'IA et ça marche. » Bah oui, mais parce qu'ils sont très bons et qu'ils sont arrivés, ils étaient déjà très bons, ils savent très bien ce qui est une phrase. Exactement. Et ils savent très bien ce qui est une phrase qui sonne idiomatique, qui sonne un bon anglais et un anglais académique, et ce qui sonne en fait un anglais que personne n'utiliserait jamais, ou alors peut-être dans une thèse de droit britannique qui n'est pas destinée à être lue par des correcteurs au concours. Donc, attention, en voulant chercher le hack parfait pour faire encore mieux que ce que les profs demandent, on se retrouve avec des essais qui n'ont ni queue ni tête. Et donc, mon conseil, c'est d'utiliser l'IA
uniquement pour faire des fiches, éventuellement comme vous le disiez, ou pour demander des exercices supplémentaires sur des points clés soulignés par les profs, Exactement. comme attention, tu as du mal avec le modal would, voilà comment l'utiliser, mais jamais, jamais, jamais pour apprendre par cœur des phrases. Ça, Parce vraiment, que j'insiste. Je pense que même pour tout ce qui est fiches, vous parlez de sources, notamment à vérifier les sources. Absolument. En général, Toujours. par exemple, ChatGPT met les sources, donc ils peuvent très bien cliquer sur le lien de source pour aller voir si ça existe vraiment. Voilà, en Donc tout cas, je pense, s'assurer voilà. de la... Toujours de la- vérifier sa source. de Et façon- vraiment faire confiance. Moi, je dis, avec Madame Maezmi, on donne à nos élèves, notamment en EC, des livrets avec du lexique en contexte, avec des points de civilisation expliqués, etc. Si on vous fournit ça, c'est ça le hack. Faire ce que les profs vous disent et pas demander à ChatGPT à la place. C'est vraiment Ok. important. Qu'est-ce qui fait, selon vous, la différence entre un étudiant qui stagne et un étudiant qui progresse rapidement? Alors nous, notre phrase, c'est Where there's a will, there's a way. Voilà, c'est une histoire de motivation. Quand on parlait tout à l'heure des élèves qui arrivaient chez nous avec des grandes lacunes, mais qui toutefois au concours réussissent merveilleusement bien, c'est parce qu'ils ont cherché à travailler pied à pied sur ce qui n'allait pas, qu'ils ont compris ce qu'on dit en fait depuis le départ. Hein. Je sais que ça va pas chez moi, je dois comprendre comment ça marche, pourquoi, comment je le mets en place. Et ça, tous ceux qui font ça, vraiment, mais j'insiste, hein, Ça marche, vraiment. mais toujours. Toujours. Et les élèves qui reprennent leur copie, moi je trouve que c'est vraiment ça. Ils reprennent leur copie, ils voient les points qu'on a soulignés qui ne fonctionnent pas et ils s'intéressent à ça. Regardez vos copies. Vraiment, regardez vos copies. Faites-vous une liste de vos erreurs. Allez soigner ces erreurs et c'est ça qui marche. Et Exactement. ça marche à tous les Toujours. coups. Toujours. Il n'y a jamais d'abandon. Non. Ça marche toujours. Ok. Ma question juste après, c'était comment un élève peut-il intégrer l'anglais dans son travail de manière efficace, de manière hebdomadaire? Est-ce qu'il y a des habitudes, par exemple, que vous conseillez? Est-ce que vous conseillez de faire du Anki? Est-ce que vous ne conseillez pas? Alors moi, j'ai du mal avec Anki parce qu'ils ont tendance à apprendre juste des mots. Je crois que c'est ça, hein, Oui, c'est tout à l'idée fait. C'est des mots, flashcards, en fait. Des flashcards. C'est le lexique, quoi. C'est ça. C'est Et du lexique, mais il faut que rappelons-nous, ce soit- cherry on top, donc. Voilà, c'est cherry on top. Et deuxièmement, il faut que ce soit contextualisé. Je vais prendre un mot comme ça au hasard que nous, on a dans notre livret, c'est l'expression to follow suit. Follow suit, si on n'a pas appris à l'employer, ça veut dire faire la même chose mais que ce qui a été dit. Donc, C'est ça. si on l'utilise n'importe comment, ça n'a pas de sens. C'est ça. Et donc, apprendre la structure isolée, qui veut dire faire la même chose, et tout à coup mettre follow suit alors qu'on n'a pas toute l'idée derrière, ça ne tient pas. Et c'est typiquement des erreurs que font les gens qui apprennent sans contexte. Donc il y a un travail à faire d'apprentissage de lexique, Anki pourquoi pas, mais toujours après avoir saisi le contexte d'utilisation. Nous, par exemple, je sais que les élèves que l'on a, on leur donne des Anki, mais c'est déjà classé par thème de civilisation. Voilà. Oui, Donc, voilà, c'est l'IA, déjà plus l'immigration, utile. Bien sûr. En fait, ils savent directement. Mais c'est peut-être pas ça que je voulais dire. C'est pas une sorte de thématique, c'est plus vraiment est-ce que dans oui, telle des phrase, mots, au hasard, quoi. voilà, il y a la thématique Ouais. forcément, il y a le champ sémantique, mais il y a également Il faut des phrases exemples avec le lexique. En Voilà, fait. il faut une Si phrase tu follow suit, il faudrait dire the UK is legislating on AI and Europe is following suit. Point. Voilà. Et là, ils comprennent que following suit, ça se met en fin de phrase et Ok. pas avec une comparaison. Voilà. Et moi, je dirais que les élèves qui progressent beaucoup, ils nous disent aussi quand même qu'ils en font un petit peu chaque jour, souvent. Ça ne veut pas dire 1 heure par jour. On est vraiment consciente que c'est pas possible. Et je pense notamment aux scientifiques qui ont que 2 heures d'anglais, mais 10 heures de maths, etc. Bon ben voilà, c'est pas possible. 30 minutes, Voilà. Ils sont Et bons, donc ils sont 10 minutes par jour je reprends 2 phrases qui ne fonctionnaient pas dans ma copie, je les réécris. Je reprends les fameuses phrases de thème grammatical qui existent dans les manuels, mais que nous on donne au début d'année. Voilà, je m'entraîne chaque jour. Et puis je dirais lire en anglais, hein, lire de la presse. Nous on dit Pour toujours. apprendre, parce qu'il faut l'école, on n'en a pas parlé beaucoup encore, mais on parle. C'est la question que j'ai après là. Voilà, l'école, c'est quand même, en EC, c'est 1 fois par mois, mais en scientifique, c'est 2 fois par mois. Vous avez 20 minutes pour lire un texte et le commenter et l'analyser. Il faut lire vite. Et donc, pour ça, moi, je dis toujours à mes élèves, il faut lire plusieurs articles dans la semaine pour s'entraîner à lire la langue de la presse, qui n'est pas la même que l'anglais parlé, etc. Et lire vite. Et donc, Parce qu'en pour ça, il faut soi, lire. l'article en 20 minutes, C'est super difficile. ouais. C'est un exercice très Et difficile. puis, il y a du shadowing à faire. Ouais. C'est-à-dire écouter, répéter. Donc, sûr. il y a toute la lecture de la presse pour pouvoir être non seulement au fait de l'actualité, mais également développer sa langue. Mais il faut également parler. Donc, écouter, répéter des extraits de podcast, des extraits de... Nous, on leur conseille de télécharger sur leur téléphone des applications
notamment BBC, il me semble. Bien sûr, c'est ça. Moi, je leur dis de mettre les notifications. Rien que ça, déjà. Activer les notifications de The New York Times, BBC, CNN. Et au moins, s'il y a un événement majeur, vous n'arrivez pas à l'oral en disant « je ne savais pas ». Moi, je suis à plusieurs jurys. À l'oral, parfois, des élèves arrivent et n'ont aucune idée qu'il y a eu des élections l'année en cours. C'est quand même dingue. Donc, voilà, il faut vraiment être en veille civilisationnelle. Les questions juste après, avant de terminer. Tout ce qui est par rapport au call, quelles sont les erreurs selon vous ou les comportements les plus pénalisants que vous observez en call d'anglais? Alors, la méthode. Donc, on revient toujours à la même chose. Il y a une méthode à suivre hein, et il faut se l'appliquer et avoir travaillé son expression orale. Le schéma phonologique, la prononciation, c'est pour moi deux choses qui sont terribles. J'irais même plus loin. Pour l'expression orale, ça va tout ce qui est se tenir, sourire, être poli. Moi, je trouve qu'un des trucs les plus marquants là, qui me vient en tant que jury, c'est des élèves qui arrivent dans la salle et par stress sûrement, hein, c'est sûrement ça, ne disent pas bonjour, sont absolument désagréables, ne sourient pas. Il y a vraiment quelque chose qui se joue d'exercice de communication. Et quand on communique avec quelqu'un, il y a du... Dès les premières minutes, surtout. Mais on le dit, d'ailleurs, dans les notes qu'on donne, il y a l'aspect communicationnel. Communication skills. Voilà. Je sais me tenir droit, je sais poser ma voix, je souris, je regarde, j'ai un échange avec le jury. Et ça, je pense que c'est encore plus pénalisant qu'une faute de grammaire. Hein. Vraiment. Ça change tout. Un candidat qui arrive ou une candidate dans une salle, qui s'assoit sans dire bonjour et sans sourire, ça commence déjà vraiment mal. Et ça, je pense qu'on le dit peut-être pas assez. Et ça, évidemment, c'est valide pour n'importe quel oral. Mais je trouve encore plus quand vous êtes assis face à la personne. Oui, parce qu'un élève même qui est mauvais, qui arrive en souriant, qui est gentil... Un élève bon, qui parle très bien et qui arrive en faisant la gueule, honnêtement, il part pas bien. Et puis qui a les yeux collés sur sa feuille ou derrière, qui tient sa feuille comme ça, qui a peur. En fait, c'est vraiment prendre la main de la personne qui nous écoute et de l'emmener d'un point à un point et lui montrer que par tous les moyens possibles, on lui fait comprendre qu'on a un message à transmettre et on fait de son mieux pour le transmettre. Et donc parfois ça nécessite de jouer la comédie pendant 10 minutes, de faire semblant qu'on est la personne la plus à l'aise qui existe, même si en fait on n'y croit pas. Et c'est souvent les élèves n'y croient pas, mais moi je dis toujours bluff, fake it till you make it. Arriver avec l'air à l'aise et heureux de discuter. Et c'est difficile à dire parce qu'évidemment personne n'est heureux d'arriver à son oral de concours, c'est un moment stressant, mais il faudrait arriver avec... Les calls sont là pour justement s'entraîner à ça. Pour les amener à ça. Et c'est ce que je dis toujours, voilà. Souriez, soyez heureux d'être là, faites semblant en tout cas. Mais il y a vraiment cette histoire de mettre son costume de scène. Exactement. Ok. Dernier point du coup avant de terminer, le regard des professeurs sur les copies et les concours. On en a déjà un peu parlé, hein, mais quand vous corrigez une copie d'anglais, qu'est-ce qui vous donne immédiatement une bonne impression? Enfin, sûrement l'introduction, forcément, mais... Moi, je vais dire quelque chose de très simple, la lisibilité de la copie. Hein, moi, je corrige central à l'écrit. Toutes les copies sont numérisées, mais les copies, j'ai beaucoup de choses à dire. Il faut que les copies soient aérées. Il faut des sauts de ligne. Vraiment, c'est systématique. Que vous soyez bilingue ou pas bilingue, si vous écrivez resserré, c'est déjà un petit stress pour le correcteur de se dire « Oh mon Dieu, je vais devoir utiliser l'outil Loop de Viatic, le logiciel, catastrophe. » Écrire dans une encre foncée. C'est noir ou bleu marine, mais une écriture, un stylo plume en train de mourir, donc la cartouche qui se vide, la copie sera lue avec difficulté. Voilà. Pas de typex, on rature avec un trait droit, pas de plein d'étoiles, d'astérix, etc. Enfin, bref, vous avez compris. Donc c'est comme ça qu'on commence. Et sinon, bien sûr, l'introduction. Moi, je dis toujours à mes élèves, commencez par essayer de séduire. Ouais. Séduisez votre jury. La copie doit être sexy. Ouais, voilà. Moi, je dis pas sexy. Moi, je dis sexy. La copie doit être sexy. Elle doit donner envie. Elle doit donner envie. Il faut séduire et on séduit dans les premières lignes. Exactement. Si dans les premières lignes, on a perdu son correcteur, c'est foutu. C'est dommage. Dans la première ligne. Et donc, pour ça, clarté, lisibilité, efficacité. Okay. Where there's a will, there's a way. Est-ce que, pour finir, est-ce qu'il y a des fautes ou des maladresses que les correcteurs sanctionnent particulièrement? Ou c'est au cas par cas, quoi? Non, je pense pas. Je pense qu'il y a une logique interne, vraiment un respect des consignes, un respect de la méthode. Après, il peut y avoir une grosse erreur. C'est pas parce qu'il y a une grosse erreur que sa copie est fichue. Mais je dirais aussi répondre au code de l'épreuve. Donc, si par exemple en synthèse, la synthèse de document, le but c'est de synthétiser comme si vous n'existiez pas, c'est-à-dire que vous prêtez votre voix au document. Si vous commencez votre introduction par I believe that, machin, bon bah c'est énervant. Donc c'est soigner la qualité de la langue, mais aussi la qualité du respect de la méthodologie dès les premières lignes. La méthode. La méthode. Mais donc, dès l'intro, effectivement, ça, c'est très important.
Pour un élève là, qui est par exemple en deuxième année, qui passe les concours dans quelques mois et qui n'a pas un niveau d'anglais extraordinaire, mais qui vise, comme on l'a dit, par exemple un 13, 14, 15, ce qui est déjà très bien. Voire Ah, 20. attendez, il se trouve à quel niveau, vous dites? Il est en deuxième année. Non, mais Deuxième en année, termes niveau moyen. Il y a, Ok. on va dire, 7-8, quoi. Moyen, Ah oui, moyen. moyen bas. ouais, oui, moyen d'accord. bas. moyen Qu'est-ce bas, que et- vous le conseillez en urgence, on va dire? Mais ça C'est dépend. sûr qu'il y a des élèves qui se posent la question. Donc, Ça dépend quelles sont ces difficultés. Vraiment, je crois que tout à l'heure, Madame Nasser disait prendre ses copies et identifier les problèmes redondants. Ça, si il ou elle écoute, on a envie de leur dire, prenez votre copie, prenez chaque point qui ne va pas et comprenez pourquoi, parce que c'est ça qui va faire la différence. Vraiment, c'est ça. Les copies. Et puis, si c'est un problème méthodologique, qui revoit la Et méthodologie, les rapports qui de relise jury. les rapports de jury pour bien voir qui sont en phase. Tout à fait. Et j'ajouterais Et la grammaire que... aussi, hein. Ouais, mais c'est la grammaire, c'est La la grammaire grammaire. de vos copies. Parce que si vous faites pas ces fautes-là, ça sert à rien d'aller apprendre un manuel de grammaire Non, non. et de vous dire je vais réviser l'hypothétique. Bah non, si c'est pas un problème, ça ne sert à rien. Mais vraiment, reprenez vos copies attentivement et faites confiance à vos copies. C'est-à-dire, vous allez voir la même faute revenir. C'est C'est souvent. celle-là sur laquelle il faut s'attarder. Vraiment. je pense que c'est très important, encore une fois, hein, mais ne pas négliger l'anglais au concours et les langues de manière globale. Comme la philosophie aussi, parce qu'encore une fois, les meilleurs élèves sont performants, mine de rien, dans ces matières-là. C'est quasiment... Tout demi-point est bon à gratter c'est un concours. Hein. obligatoire, ouais. Voilà, je crois qu'il y a vraiment un point important, c'est de se dire que ça se joue parfois dans un mouchoir de poche. Ah oui, c'est Et que différent. tout point est un point à prendre. Voilà. Et que si ça signifie de travailler un tout petit peu plus, il faut y aller. Si en fait, entre la porte de l'école de votre rêve et là où vous vous trouvez, il y a 2 points de grammaire qui sont ceux sur lesquels les points ont joué, et ben ça vaut peut-être le coup d'y passer un peu plus de temps. Bien sûr. Mais c'est sûr, les modos, les points, les verbes irréguliers, Ne tout ce pas- qu'on a dit ne avant. pas se mettre de barrière aussi. Parce que je pense qu'il y a des élèves qui ont une note qui, s'ils ont 6 toute l'année, ils vont se Ils dire pensent je vais que avoir c'est un 6. plateau. Alors que, croyez-moi, les concours, ça peut réserver beaucoup de bonnes surprises aussi. Ah, mais bien sûr. Encore une fois, on va dire que celui qui a 6 tout le temps, s'il a compris pourquoi il a 6, mais dans quelques copies, c'est fini son 6, il grimpe, il grimpe, il grimpe. Et ça se marche très bien. Et en réalité, on le voit tout le temps. Et aussi, il y a beaucoup d'élèves qui arrivent et qui disent non, mais moi, je suis nul en anglais. Mais J'ai non. toujours été nul en anglais. Je ne parle pas bien anglais. C'est Bon, faux. déjà, au-delà du fait que souvent c'est faux, parce qu'ils sont pas, on n'est jamais bon juge de soi-même. Vraiment, c'est important. Et surtout pour des concours, on ne sait jamais comment on va performer par rapport aux autres. Un concours, c'est pas un niveau absolu. C'est toujours par rapport aux autres. Eh bien, on est mauvais juge de soi-même et ça ne sert à rien de dire je suis nul. On cherche à gratter des points. Et gratter des points, ça passe par corriger les fautes qu'on fait tout le temps. Toujours pareil. Très bien. Revenir sur ses erreurs redondantes. Voilà, revenir sur ses erreurs. C'est important. Bah, écoutez, merci à vous deux d'être intervenus sur le podcast Virage Prépa. Merci. Je pense que ça a vraiment été un podcast rempli de valeur. Merci. J'espère que ça pourra aider tous les téléspectateurs, tous les spectateurs qui verront cet épisode. Merci à vous. Merci. Et, au revoir. Et bon courage. Merci.